Comment appeler Jean-Christophe Rufin? Docteur, cher Goncourt ou Monsieur l'ambassadeur? Car depuis 2007, Jean-Christophe Rufin est ambassadeur de France au Sénégal. Heureusement, il n'a pas abandonné l'écriture. Comme le montre ce récit autobiographique, Un léopard sur le garrot, paru aux éditions Gallimard, dans lequel il s'interroge sur son itinéraire et sur la cohérence d'engagement en apparence contradictoire. Comment concilier la médecine et aujourd'hui la diplomatie avec la littérature? Comment faire cohabiter le besoin d'action et la nécessité d'écrire? Dans son journal intime, il nous parle de la figure impressionnante de son grand-père, des morts sans papier et des écrivains peintres. Petit message personnel à Jean-Christophe Rufin. Le costume cravate vous sied à merveille, monsieur l'ambassadeur. Il n'est pas impossible, après tout, que dans ces Champs-Élysées où chemine l'âme des morts, je rencontre un jour mon grand-père. Aujourd'hui, je sais que je pourrais l'aborder sans crainte. J'irai l'embrasser, timidement, car il m'impressionne toujours. Je serrerai ses longues mains qui, l'hiver, devenaient blanches et douloureuses comme les miennes sous le gel, et je lui dirai sans faillir, « Tu sais, je t'ai suivi ». Et ma voix ne tremblera pas quand j'ajouterai, pour qu'il me comprenne bien, ces mots dont j'ai longtemps rêvé, moi aussi, je suis médecin. I'm my own grandpa. I'm my own grandpa. Moi, je suis né dans la médecine, on peut dire. C'est-à-dire que j'ai été élevé par mes grands-parents et surtout par un grand-père médecin qui était très âgé, qui avait été déporté en camp de concentration à Buchenwald pendant 2 ans. Qui était revenu et qui avait continué toujours un peu à exercer la médecine. On habitait sur la ligne de démarcation à Bourges. Et en fait, il s'occupait de tuberculose, donc les Allemands n'aimaient pas trop entrer là, ils avaient peur un peu de la contagion. Et donc notre maison servait d'abri pour un réseau qui faisait passer donc, effectivement des aviateurs, des juifs en fuite, des politiques aussi en mission, etc. Et bon, évidemment, il a été dénoncé un jour par ses voisins et il s'est retrouvé d'abord à Compiègne, puis en camp de concentration. Moi, j'aimais beaucoup mon grand-père parce qu'il n'y avait rien d'autre, il n'y avait personne d'autre. J'avais pas de père, il n'était pas là, je le connaissais pas, je l'ai rencontré beaucoup plus tard. Donc, j'avais pas le choix, quoi. Et au fond, c'est vrai qu'avec le recul du temps et en écrivant ce livre, je me suis dit que c'était peut-être en réalité un amour plus douloureux que je l'avais senti, parce que je crois qu'au fond, lui était âgé, c'était plutôt un dérangement d'avoir un enfant comme ça dans les pattes. Pour moi, peu importe. C'est-à-dire que pour moi, c'était une espèce de Dieu vivant. Puis au fond, c'est ça l'essentiel. Bon, j'avais 18 ans, il y a eu cette première greffe du cœur, effectivement, avec ce personnage étonnant qui était Barnard. Et Barnard, c'était pas seulement un chirurgien, c'était quelqu'un qui pouvait se comparer, on pourrait dire, aux astronautes. Enfin, il y avait un côté conquête spatiale, d'un coup. C'était un peu les mêmes matières, les mêmes couleurs, d'ailleurs. De temps en temps, il y avait un cosmonaute, de temps en temps, il y avait Barnard à la une de Match, mais finalement, c'était un peu la même chose. Et la médecine, à ce moment-là, est devenue beaucoup plus moderne à mes yeux. Je me suis dit, mais il y a une actualité de la médecine, c'est pas seulement un truc de mon grand-père et d'autrefois. Alors j'ai fait mes études de médecine et puis j'ai commencé à travailler à l'hôpital, j'ai passé à l'internat et ça me convainquait pas, c'est-à-dire que c'était pas ce que je cherchais, quoi. C'était pas la médecine de mon grand-père, il y avait ni la dimension littéraire, ni la dimension humaniste, ni la dimension d'engagement finalement. Et il se trouve que je suis allé faire mon service militaire en Tunisie comme coopérant. Bon, les militaires se sont trompés, ils m'ont mis en maternité. C'est pas prévu, j'ai fait des accouchements pendant tout mon service militaire. C'était très très dur, quoi. C'était maternité en Tunisie, à une époque où vraiment il n'y avait aucun moyen, on faisait des accouchements à main nue, il n'y avait pas d'anesthésique, etc. C'était vraiment terrible. Mais en même temps, c'était là aussi la découverte d'une autre médecine qui justement se rapprochait plus de ce que j'avais un peu imaginé. Je pense qu'il y a deux sortes d'écrivains. Les écrivains musiciens, ceux qui entendent, les Kundera, les gens qui vraiment écrivent en suivant un rythme, en suivant une mélodie finalement. Puis il y a ceux qui sont plutôt des peintres, c'est-à-dire qui voient. Je suis pas musicien du tout, ni dans la vie, ni j'écoute pas de musique, j'aime le silence, j'aime les bruits naturels, mais j'entends pas les choses. Je les vois et je fais des romans très visuels
avec des scènes. J'aime ça, j'aime les lire, j'aime lire des romans comme ça et j'aime les écrire. S'il y a des peintres qui m'inspirent, ce serait les caravagesques français. Notamment Valentin de Boulogne, qui est un peintre un peu méconnu, mais qui a des très belles toiles de lui au Louvre, qui est mort assez jeune et qui a fait des toiles très fortes, qui maîtrisent la lumière, mais qui n'a pas le caractère sacré des peintres italiens. C'est des sujets très profanes. Moi, j'ai été placé très jeune devant la souffrance et la mort. Ce qui est sans doute, dans le livre je dis une faveur, mais je pense un privilège en tout cas, parce que c'est quelque chose qui peut-être fait partie de tout ce qu'on doit apprendre et que peu de gens apprennent évidemment. Dans les hôpitaux, moi, quand j'étais jeune interne, ça me fascinait toujours de voir des vieilles surveillantes d'hôpital qui en savaient beaucoup plus que moi, mais qui m'appelaient la nuit, comme elles appelaient un interne la nuit, pour constater la mort. Et c'était finalement le jeune interne tout bisu, là, qui n'avait pas beaucoup vécu, qui arrivait et qui tout à coup trouvait le lit, le patient qui était mort, mais qui n'était pas encore mort. C'est un sans-papier de la mort, mais on n'a pas encore signé. Et puis tout le monde autour, des gens beaucoup plus âgés, beaucoup plus chevronnés, mais qui n'étaient pas médecins. Et c'est vous qui deviez signer et dire « il est mort ». Et là, tout à coup, il est vraiment mort. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de fonction presque sacerdotale du médecin qui... Voilà. Il y a deux fonctions complémentaires, c'est-à-dire que le médecin peut en effet déclarer la mort et le romancier ressuscite. Moi, je crois profondément que le récit romanesque est une manière de fuir la mort. C'est Scheherazade qui raconte une histoire tous les jours, toutes les nuits, au sultan, et le sultan dit « bon, comme je veux savoir la suite, tu ne mourras pas cette nuit ». Et finalement, cette manière de prolonger sa vie, de prolonger celle des autres aussi, de ressusciter les morts, de doubler sa vie, de multiplier son existence, c'est le privilège du romancier. Ça, c'est pas de la médecine, c'est le contraire.